Alors bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois deux experts de la société GREP pour parler des contrats de protection sociale et des enjeux financiers pour 2021. Je vais laisser Damien se présenter. Bonjour Christophe, Bonjour merci. Damien. Merci de nous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Damien Vieillard-Baron, je suis le président de la société GREP. J'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu plus après, son activité et ses valeurs ajoutées. Olivier. Oui, bonjour Christophe. Moi, je suis Olivier Massan, directeur général adjoint aux côtés de Damien. Merci pour nous accorder cette tribune. Et je suis ravi de partager avec nos, nos inscrits les problématiques de protection sociale et de renouvellement au 1er janvier 2021. Alors Damien, rapidement, tu peux nous présenter le cabinet? Avec grand plaisir. La société GREP, c'est une structure qui a plus de 30 années d'existence, spécialisée dans le domaine de la protection sociale, surtout auprès des entreprises. C'est 80 collaborateurs engagés et passionnés qui savent concilier les enjeux financiers et sociaux de nos clients. On fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est organisé autour de 3 piliers. L'expertise, forte expertise, l'ensemble des équipes, puisque la matière de la protection sociale nécessite des expertises actuariat, juridique, négociation évidemment, communication sociale aussi. Un pilier autour de la technologie, on ne peut pas passer à côté. Ça a été une volonté de l'entreprise depuis 2017 que d'investir massivement dans le numérique, dans le digital, dans les nouvelles technologies, pour simplifier la vie de nos clients, entreprises et renouveler l'expérience utilisateur de leurs salariés. Et puis enfin, le troisième pilier, et pas des moindres, c'est la satisfaction client. On a un certain nombre d'outils de mesure de la qualité de service et de la fidélisation. Donc voilà en quelques mots l'activité de l'entreprise. Donc taille significative et référente en France dans le domaine de la protection sociale complémentaire. À titre d'illustration, on a été l'innovateur dans les fins des années 90 des pré-retraite maison, cessation anticipée d'activité. Donc on a une capacité d'innovation sur différents sujets qu'on met à disposition des entreprises. Ça marche. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, et puis contextualiser un petit peu le sujet par rapport à la crise sanitaire. Finalement, aujourd'hui, par rapport à cette crise sanitaire, quelle est un peu l'analyse du marché? Est-ce qu'il y a quelques chiffres qui peuvent nous éclairer, notamment en matière de consommation médicale sur l'année 2020? Oui, il y a quelques chiffres, Christophe. Alors, il n'y avait pas de chiffres disponibles en fait quand la crise est survenue et que le confinement a été mis en place. Évidemment, au niveau de l'entreprise GREP, on a vu une décroissance de notre activité concernant les remboursements de frais médicaux. On a deux services essentiellement dans l'entreprise. Il y a toute la partie conseil qui va s'exprimer notamment sur le courtage d'assurance, et puis toute une partie qui est la délégation de gestion sur des prestations prévoyance santé ou retraite. Et sur cette partie gestion des prestations frais de santé, on a vu une décroissance de notre activité assez classique. Donc on s'est dit, ça va être intéressant de mesurer ça, parce que la crise Covid et le confinement mettaient par terre tous les modèles prédictifs qu'on avait pu construire dans le passé, nous ou nos confrères. Et d'ailleurs, que ce soit sur notre économie ou sur les autres économies. C'est très dur aujourd'hui de faire des prévisions lorsqu'on est un entrepreneur. Et donc, on a mesuré et on a mis en place ce qu'on a appelé un baromètre Covid, qui a été repris dans de nombreux articles de presse, pour pouvoir analyser ces vagues. Le début d'année avant le confinement, toute la vague de confinement, et puis la reprise de consommation sur la partie post-confinement. Les résultats de ce baromètre sont assez intéressants.
Depuis, d'ailleurs, les pouvoirs publics s'en sont saisis pour partie pour négocier des contributions dont on parlera tout à l'heure. Mais pendant la partie du confinement, en moyenne, sur les frais de santé, il y a une décroissance de 70% de la consommation médicale. Et si on regarde sur la période début d'année jusqu'à fin mai, on a une décroissance de 30 points. La projection qu'on fait sur ces frais de santé sur l'année 2020 dans sa globalité, ça va d'être sur une décroissance globale de consommation médicale de l'ordre de 8 à 10 points. On n'est pas aligné avec le consensus de place qui est plutôt prudent sur une décroissance de 4 points. On pense, nous, en tout cas d'après les chiffres qu'on peut exploiter, qu'on soit sur une décroissance beaucoup plus significative. Et ça, c'est plutôt, malheureusement, une des rares bonnes nouvelles de la partie Covid, parce que ça va potentiellement donner de l'air aux entreprises sur la partie frais de santé dans les négociations avec les assureurs, alors que l'autre risque pendant qui est souvent lié dans une négociation commerciale avec un organisme d'assurance, c'est la prévoyance. Et sur la prévoyance, structurellement, on est sur un marché tarifairement tendu. Ça veut dire qu'en fait, le coût de la garantie prévoyance augmente pour plusieurs raisons. Déjà, on sait que il y a un accroissement de l'absentéisme ces dernières années en France, vieillissement de la population des actifs, mais également un contexte financier avec des taux longs négatifs, donc on a beaucoup parlé l'année dernière, on en parle un peu moins cette année dû au Covid, mais ces taux longs négatifs ont un impact parce qu'en fait, ça vient surenchérir le coût de la garantie à travers les provisions mathématiques. On rentre un peu dans le détail, mais qui doivent être constituées à chaque fois qu'un arrêt de travail est déclaré. Et donc, ce contexte-là fait que la prévoyance coûte plus cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait hier, alors que toutes ces dernières années, elle a été plutôt en décroissance. Il n'y a qu'un élément, et fort heureusement, qui aujourd'hui n'est pas impactant, c'est qu'il n'y a pas une augmentation de la sinistralité décès. Mais sur les autres éléments, c'est plus lourd. Donc, si on regarde ces différents paramètres en frais de santé comme en prévoyance, avec des assureurs aussi qui peuvent avoir des résultats tendus, qu'est-ce qui va tendre les résultats? J'ai beaucoup parlé de prestations, mais un peu comme la sécurité sociale, il y a aussi le pendant qui est la partie ressources, cotisations. Et pendant la crise du Covid, qui se transforme pour un certain nombre d'entreprises en crise économique, ça peut déclencher des impayés de cotisations, bien évidemment, au niveau des contrats d'assurance. Et puis, il va falloir financer la portabilité des droits des salariés qui, dans certains cas, vont être licenciés. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, parlait d'un nombre de chômeurs potentiels en plus de 900 000 sur le début d'année 2021. Si on estime que le coût de la portabilité, c'est plus de 1 000 € à peu près par salarié, on voit que on arrive à 900 millions, donc on arrive à des chiffres très, très conséquents. Donc cet environnement tendu d'un point de vue assurantiel fait que les assureurs, si vous les avez pas reçus encore aujourd'hui, mais risquent de vous annoncer des majorations de cotisations assez significatives, de l'ordre de 5% en frais de santé et de l'ordre de 10% en prévoyance. Et évidemment, la vision de GEREP, ça sera d'apporter des solutions alternatives à cette pression tarifaire qui va s'exercer d'ici la fin de l'année. Alors justement, Olivier, actuellement, nos amis RH ont une problématique, c'est d'optimiser leurs coûts dans tous les domaines RH. Est-ce qu'il y a quand même, malgré ce contexte de crise, et moi j'aurais cru penser que lié à la baisse de consommation médicale, ça pourrait être un levier pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il y a des opportunités de négociation pour les entreprises vis-à-vis des contrats de protection sociale? Alors oui, Christophe. En premier lieu, je pense que les entreprises doivent déjà garder la maîtrise de leurs coûts de protection sociale et rester ancrées sur leur capacité de négociation.
Et maintenir une relation client-fournisseur assez forte. Alors, cela implique d'être bien aligné avec ses élus et de maintenir un dialogue social de qualité et d'être parfaitement bien informé de l'évolution de tout l'écosystème de la protection sociale, à la fois législatif, mais également environnemental, comme vient de l'évoquer Damien, sur des baisses de consommation liées aux 3 mois de confinement. Alors, quand effectivement on connaît la matière, on a des exemples marquants qui permettent à nos clients et à des DRH de bien comprendre que le Covid 2019 va permettre de diminuer une pression tarifaire sur le risque santé. Compte tenu de la baisse de consommation santé pendant ces 3 mois de confinement, et en même temps, on va avoir un rattrapage, bien évidemment, mais ce rattrapage-là sera inférieur à la consommation observée en 2021, en 2019. Alors, bien évidemment, les assureurs vont vous dire c'est pas une année significative. Oui, enfin, les assureurs, chaque année, soit il y a un contexte réglementaire, soit c'est pas une année significative, mais là, c'est factuel. Nous allons avoir 8 à 10% de baisse de consommation sur la santé. C'est là un levier pour demander soit une baisse de cotisation santé quand on est dans une logique de contrat équilibré, voire excédentaire, d'amélioration de garantie et de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, de renégocier sur une période triennale son contrat frais de santé pour stabiliser les négociations et gagner 3 mois de négociation, 3 ans de négociation. En d'autres termes, c'est agir sur les coûts évités. Et dans ce contexte-là, on peut limiter l'augmentation qui est déjà programmée par les assureurs. Les assureurs, vous savez, ils ont une position de place et ensuite, derrière, vous avez un consensus global. En prévoyance, en dehors des cas spécifiques des arrêts de travail dérogatoires, qui étaient la garde d'enfants à personnes à risque, le confinement et le télétravail ne devraient pas avoir un impact positif sur les comptes techniques. Devraient avoir un impact positif, pardonnez-moi. À l'exception près qu'il y a quand même, depuis 3 ans, une dégradation forte de ce risque liée à un environnement du marché du travail qui est de plus en plus complexe. Alors j'ai une question. Le gouvernement a prévu de taxer les assureurs parce que effectivement ils considèrent qu'ils ont fait des économies potentielles et assez importantes en 2020. Est-ce que cette taxation qui potentiellement interviendrait en fin d'année, potentiellement en plusieurs fois, va impacter les tarifs des contrats d'assurance? Alors, oui et non. Déjà, ce n'est pas une taxe. Je pense qu'il faut rappeler le contexte de cette contribution. C'est une contribution de l'ordre d'1,5 milliard en 2 ans, qui n'apparaîtra pas sur les comptes techniques de santé de nos clients, mais c'est 5,5 points de dégradation de marge pour les assureurs. Donc, forcément, cette contribution-là peut avoir des conséquences. Mais contrairement à une taxe, elle ne peut pas être impactée mécaniquement sur les résultats de vos régimes de frais de santé. C'est le même principe que le forfait patientèle. Maintenant, il y aura de toute façon un effet ciseau très complexe entre la nécessité de l'entreprise dans une réduction de son activité de baisser ses coûts et avec les pouvoirs publics et les assureurs qui eux veulent faire contribuer les assureurs. Alors,
Ce que je voulais préciser, c'est que vous avez déjà, on parle de contribution, mais aussi on parle de taxes. Vous savez que depuis plus de 10 ans, la taxe a énormément évolué et aujourd'hui, cette taxe est à 13,27. Donc, c'est vrai que c'est déjà une taxe très forte. Et c'est 13,27 de cotisation qui ne viennent pas alimenter le compte de résultat. Mais je dirais que là, il faut faire attention, puisque il ne faut pas toujours focaliser sur les contraintes réglementaires des assureurs. C'est la position de GRF, hein. C'est d'avoir une obligation de résultat qui consiste à créer un juste équilibre et un consensus. Ça, c'est très important. La négociation tient compte d'éléments très objectifs et c'est une force de nos équipes techniques de pouvoir rentrer dans le moteur et démontrer à l'assureur qu'une augmentation n'est pas justifiée en dépit d'une contribution qui lui est imposée ou d'une éventuelle taxe. Alors, il y a Sylvie qui nous pose une question. Est-ce que les assureurs ne vont pas en profiter pour finalement impacter ces frais de façon, entre guillemets, déguisée dans leurs frais de gestion? Alors, très bonne question. Déjà, depuis 2 ou 3 ans, les assureurs ont tendance à remonter leurs frais de gestion. Ça, c'est une tendance très forte. Pourquoi? Parce que effectivement, les contrats frais de santé sont des contrats qui ne sont pas toujours à l'équilibre. Les assureurs aujourd'hui, pour investir en matière de digitalisation, d'innovation, augmentent leurs frais. Ça pourrait être une opportunité pour les assureurs d'augmenter leurs frais, mais à un moment donné, il y a un prix marché sur les frais. On ne peut pas aller au-delà de quelque chose de déraisonnable. Mais oui, c'est vrai, la négociation des frais assureurs devient de plus en plus complexe. Ok. Damien, on a fait un peu le tour, on va dire rapidement, de l'opportunité que pourrait être cette baisse de consommation, mais finalement, là, c'est, on va dire, épisodique. Est-ce que les RH n'ont pas intérêt à mettre en place sur le moyen long terme des stratégies, des politiques RH qui pourraient, entre guillemets, influencer les assureurs en matière de négociation? On a parlé en début de webinaire effectivement, il y a beaucoup d'absentéisme en entreprise en France. Il y a aussi une problématique de pyramide des âges. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire et est-ce que ça peut rentrer dans la balance en termes de négociation? C'est effectivement important lorsqu'on intervient dans un dossier. La première chose qu'on va regarder, c'est l'adéquation de la politique sociale par rapport à la stratégie économique de l'entreprise. Donc ça, il faut que la protection sociale complémentaire soit un des outils, et c'est le cas dans vos entreprises, pour être aligné avec la stratégie du COMEX. S'il faut travailler la rétention des talents, par exemple, il faut mettre une politique bénéfice spécifique. Si au contraire l'entreprise est dans des phases de restructuration, on va travailler d'autres aspects et notamment la sécurité ou la portabilité des garanties. Donc le rôle, c'est de toute façon déjà savoir dans quel cycle économique et stratégique l'entreprise est, pour pouvoir monter un plan d'action avec elle qui soit en concordance avec ses propres objectifs. Ça peut vouloir dire, dans certains cas, si l'entreprise a besoin de faire des économies, d'aller les chercher au niveau des assureurs, des organismes d'assurance, par une négociation assez dure des conditions tarifaires. Maintenir la relation client-fournisseur dans ce sens-là, et pas laisser le fournisseur imposer sa propre politique tarifaire à nos entreprises clientes. Ensuite, lorsqu'on prend donc en compte un dossier, on va effectivement travailler sur du moyen long terme pour regarder quel est l'écosystème qui entoure ces régimes de protection sociale,
quels sont les outils, quels sont les services qui sont à disposition, et évidemment rentrer dans des phases de data analyst pour comprendre où peuvent se situer les marges de manœuvre. Et alors autant sur les frais de santé, l'écosystème services, réseau de soins, analyse de données est assez développé. Il y a une maturité assez forte de la place sur ces sujets, dont GREP évidemment a développé ses propres modèles. Sur la prévoyance, c'est plus complexe aujourd'hui. On est tous en phase d'innovation, de recherche aussi. Donc, il y a plusieurs modèles qui s'appliquent, et notamment sur la maîtrise du risque de l'absentéisme. Donc, face à ces questions, depuis quelques années, côté GREP, on a une conviction qui s'exprime autour de la qualité de vie au travail au sens large. En fait, on gère des risques. Donc, on se dit, pour gérer ces risques le mieux possible, il faut pouvoir les prévenir. Et donc, quelles sont les actions de prévention au sein des entreprises pour lesquelles on peut apporter une valeur ajoutée, une crédibilité, qu'on peut construire et mettre à disposition pour faciliter la gestion de ces risques, et donc du coup être en capacité vis-à-vis d'un assureur, lorsqu'on interroge le marché, d'expliquer quelle est la vision de l'entreprise, sa stratégie, et en quoi il faut accompagner l'entreprise sur ces aspects-là. Et ça nous permet, c'est un travail qui est rarement fait sur la place, mais ça nous permet effectivement du coup de construire des plans à 3 et 5 ans. On a même signé pour des très grands groupes des accords collectifs sur des durées fermes de 5 ans, qui sur la partie prévoyance santé est pas une évidence d'avoir cette stabilité sur cette période. Et donc on va travailler toute la prévention de ces risques. Donc, on a investi depuis quelques années, d'abord pour sonder les entreprises sur ces notions de QVT, analyser les impacts. Ces travaux se sont concrétisés par deux choses. D'abord, l'écriture d'un livre blanc qui pourra être mis à disposition de nos auditeurs du jour s'ils sont intéressés. Qui va donner effectivement les objectifs côté employeur, les objectifs côté collaborateur, les différentes contraintes réglementaires, législatives, et les process pour déployer ce type de politique. Et cette conviction-là côté GREP, elle est toujours aussi difficile à mesurer en termes de retour sur investissement. À part quelques études macro type Harvard qui ont pu exprimer que pour $1 investi dans la prévention, il y avait $3 d'économie induite derrière. Peut-être, mais on a effectivement, nous, cette conviction qui est renforcée par le fait que de toute façon, c'est peut-être une démonstration par défaut, mais ne rien faire coûtera toujours plus cher que de s'occuper effectivement de la prévention des risques, donc absentéisme, sédentarisation, tabac, conciliation vie pro-vie perso, etc. Donc, livre blanc d'un côté, et puis deuxième pilier de notre démarche, ça s'est concrétisé par la mise en place d'un certain nombre de solutions, et notamment de solutions de services, mais aussi de baromètres pour pouvoir faire ces analyses, pour pouvoir accompagner les entreprises dans ces démarches de prévention et maîtrise de risque, pour pouvoir du coup être force de négociation dans la relation client-fournisseur avec l'assureur. Ça marche donc. De toute façon, c'est toujours plus favorable pour une entreprise d'avoir mis en place une stratégie de QVT, de bien-être, enfin peu importe comment on l'appelle. C'est malgré tout un élément de négociation important dans la balance. Oui, souvent nos cahiers des charges, on parle beaucoup de technique depuis tout à l'heure, parce que notre matière, et c'est ce qui nous plaît aussi, est extraordinaire, enfin de façon extraordinairement technique, juridique, actuarielle, j'en ai parlé. Mais le cahier des charges qu'on adresse aux organismes d'assurance, quels qu'ils soient, institutions de prévoyance, mutuelle ou compagnie d'assurance, pour le compte d'entreprise, commence toujours par le volet stratégie économique de l'entreprise, positionnement de l'entreprise dans son marché et politique sociale
et dans la partie politique sociale, on met en avant effectivement les actions que le DRH a pu prendre en interne sur ces différents sujets, handicap, RPS, télétravail, marque employeur, etc. Parce qu'on est convaincu que c'est un levier de négociation positif avec les assureurs. Ça marche. Je reviens sur le point de tout à l'heure. Il y a Sylvie qui nous demande quel est le pourcentage moyen de frais de gestion en matière de mutuelle actuellement. Alors, je peux répondre, Olivier, ou ton micro est coupé, Olivier, en plus. C'est pas moi qui te l'ai coupé. Vous avez l'adresse, qui est un organisme public d'analyse des données qui fait un rapport sur les complémentaires santé et qui mesure effectivement du coup les niveaux de chargement. Ces niveaux de chargement évidemment vont dépendre de la taille du risque, parce qu'il y a un effet levier volume qui va faire que plus le volume est important, plus on va pouvoir mutualiser financièrement et donc négocier mais diminuer la pression au niveau des chargements. Donc on va dire que sur les TPE, PME, on va être sur une fourchette de 12 à 15 points ou de 12 à 16 points de chargement globaux. Alors, quand on parle de chargement, c'est pas uniquement les frais de gestion. L'assureur doit couvrir son risque de solvabilité. Ça fait partie des chargements. Et puis, il y a effectivement après les services qui sont mis à disposition et la gestion des remboursements ou la gestion des prestations en décès ou en arrêt de travail. Donc, c'est la notion de chargement globaux qui s'exprime. Et après, quand on est sur des ETI ou sur des grands groupes, on va plutôt être sur une fourchette 8 à 12 points. Voilà, c'est à peu près ça les bornes. Sur la prévoyance, c'est souvent moins important parce que on comprend bien que la sinistralité en frais de santé, elle est acquise, elle est récurrente. On est plus sur un sujet de gestion de flux financier. Sur la prévoyance, on est sur un sujet d'aléa, donc la sinistralité n'est pas récurrente et plus aléatoire, donc ça diminue le coût unitaire de la charge de sinistre. Et donc sur la prévoyance, souvent les chargements ont quelques points de moins par rapport à ce que je viens d'évoquer. Maintenant, il faut aussi, ce qu'a dit Olivier tout à l'heure est tout à fait juste, il y a une pression de la part des assureurs aussi pour remonter leur niveau de chargement. Il faut pas croire. Alors, il y a toujours une sorte de dichotomie entre l'image que peuvent renvoyer les organismes d'assurance et la réalité. Comme les assureurs communiquent fortement sur leur solidité financière, ça donne une impression de richesse. Alors, c'est pas qu'une impression, parce qu'il y a des obligations réglementaires de solvabilité, et ça, c'est nécessaire pour assurer le risque au profit des assurés et des entreprises. Mais néanmoins, ce sont des marchés qui, en termes d'équilibre technique, sont des marchés qui flirtent avec juste l'équilibre, le 100%, c'est-à-dire auprès des organismes d'assurance, quelle que soit leur famille. En frais de santé, par exemple, on va être sur des ratios entre 98 et 102%. Donc, soit très légèrement bénéficiaire, soit très légèrement déficitaire. C'est quand même assez rare que sur un portefeuille global d'un assureur, on s'éloigne de ces ratios-là. Et on en a parlé comme les taux longs, donc les taux de placement financier sont aujourd'hui nuls ou voire négatifs. L'assureur qui reconstituait une rentabilité à travers les placements financiers, et ça venait compenser une rentabilité technique relativement tendue, aujourd'hui n'a plus ce levier-là. C'est pour ça qu'il peut avoir la volonté de remonter un certain nombre de paramètres, dont ses frais. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, et c'est notre rôle, à challenger, à négocier
et à garder côté entreprise la casquette client. Il y a des opportunités, elles existeront toujours, il faut pouvoir les saisir. J'ajouterais un point important sur les chargements et à relativiser aussi par rapport au volume global du budget assurance. Les leviers d'économie aujourd'hui, vous les avez, quand on fait 10% d'économie sur le risque santé, en termes de volume, ce n'est pas le même volume que 10% d'économie sur les frais de gestion. Donc oui, il faut être sur le marché. Maintenant, focaliser systématiquement sur une baisse du frais de gestion qui serait de nature à réduire parfois la qualité de service et à réduire la réactivité des assureurs. Là, il faut aussi tenir compte d'un juste équilibre. Et sur ces chargements aussi, et c'est là où il y a de l'ingénierie technique et financière importante que nous faisons, c'est que vous avez les frais qui sont affichés dans vos primes, hors taxes, et vous avez des chargements qui ne sont pas toujours visibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais quand vous êtes sur des grandes entreprises qui ont mis en place des comptes de participation bénéficiaires, autrement dit, qui mettent en place un mécanisme qui consiste à, en cas de résultat positif, mettre en réserve une somme d'argent, une sorte de cagnotte, on peut avoir derrière ces mécanismes-là des frais sous-jacents. Et c'est important de benchmarker ces frais et de donner, d'avoir une totale transparence sur ces frais. Alors forcément, j'ai la question qui tue, c'est quoi les frais moyens de courtage sur le marché actuellement? C'est même donc on a parlé des chargements globaux. Les chargements globaux, j'y intégrais la partie courtage. On va être sur de la TPE, PME à 5 points et sur pareil de l'ETI grande entreprise. Ça peut être divisé par plusieurs chiffres. Ouais. Ça peut tomber relativement bas. Tout est question de perception et puis de contrepartie, de création de valeur. Donc, il peut y avoir un écart extrêmement fort en fonction de la taille de l'entreprise. Ouais, ces chargements-là, je pense qu'il faut aussi bien comprendre ces chargements, que ce soit ces chargements de conseil que de gestion. Il est de plus en plus fréquent, finalement, aujourd'hui, d'évaluer le coût du conseil avec l'ensemble des éléments, avec toute la chaîne de valeur que vous allez avoir sur une année avec un client. On peut travailler sur ce qu'on appelle un forfait global qui permet d'objectiver véritablement le travail fait par le conseil. Parce que quand on parle de frais, c'est des frais adossés sur des cotisations. Et il est vrai qu'il peut y avoir un décalage entre le montant des frais encaissés et le travail et le temps investi dans le travail de conseil. Donc, ce qui est important à un moment donné, c'est d'évaluer réellement la charge de travail qu'on va avoir sur un compte, quitte après à reventiler ce montant-là en chargement dans le contrat. Mais on est dans ce cas-là dans une analyse objective et rationnelle des coûts de chargement. Voilà. Et on est dans une totale transparence de la facturation. C'est pour ça que chez GEREB, tous les clients de l'entreprise connaissent les niveaux de rémunération sur la partie conseil, puisque ça fait 10 à 15 ans maintenant au moins qu'on a décidé de formaliser ce que vient de dire Olivier à travers une convention commerciale qui exprime effectivement notre rémunération, la façon dont elle va se calculer et s'exprimer, et quelles sont les contreparties aussi en termes d'engagement de service, de responsabilité aussi, puisqu'en fait le statut de courtier d'assurance est une des rares professions
de conseil qui a une obligation de résultat et pas une simple obligation de moyens. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en œuvre pour une entreprise nous engage en termes de responsabilité civile professionnelle à une garantie de bonne fin, pas seulement une garantie de moyens. Et effectivement, on a pu voir et on a une conviction forte aussi portée autour de cette transparence que pour nous, c'est gage de grande fidélité de la relation avec nos clients, puisque ils savent précisément ce qu'on fait, pourquoi et comment on est rétribué et à quel niveau. Ça marche. Alors, j'ai des questions qui arrivent qui sont un peu techniques, hein, on va pas forcément les prendre. Je vous invite à contacter directement GEREP en fin de webinaire. Hein. Là, on me demande si le calcul des provisions de prévoyance est-il le même d'un assureur à l'autre. Je pense que le mieux, c'est de se rapprocher d'Olivier ou de Damien après ce webinaire pour leur poser directement la question par email. Mais, oui, on répondra avec plus de détails, mais c'est pas le Voilà. même. Mais c'est pas le même. Donc, il y a aussi des audits et des optimisations à aller chercher sur ce sujet. Alors, une question plus générale. On sait que les RH, la fonction RH est quand même assez surchargée, et surtout cette année, hein, en termes de charge de travail, souvent avec des équipes, on va dire, en flux tendu. Gérer les contrats de prévoyance de mutuelle, c'est pas forcément leur métier, c'est pas leur spécialité. Moi-même, c'est pas un domaine que je maîtrise comme d'autres sujets RH. Est-ce qu'il est simple aujourd'hui de changer d'assureur? C'est très simple aujourd'hui de changer d'assureur. Je ne sais pas si c'est Olivier ou si c'est moi qui réponds à cette question. Je peux y répondre, oui. C'est extrêmement simple, effectivement. Le sujet a énormément évolué ces dernières années. On est sur une matière qui est de plus en plus volatile. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, sur le risque prévoyance, avec la durée de l'allongement de l'âge de la retraite, les assureurs n'avaient pas suffisamment provisionné, notamment leurs provisions mathématiques. Donc, sur une période de 10 ans, vous aviez, en cas de changement d'assureur, une contrainte d'indemnité de résiliation ou la nécessité de transférer les provisions mathématiques. Là, c'est assez technique. Et ça pouvait générer une contrainte assez forte. La technologie numérique, aujourd'hui, sur les transferts de gestion, devient quasiment un non-événement. C'est-à-dire que c'est une charge de travail qui sort des équipes RH. C'est aussi un élément important pour l'employeur de valoriser, de revoir sa marque employeur, de valoriser sa marque employeur. Alors, il y a une nouveauté, et ça, je pense qu'il faut la saisir, c'est que la réglementation va imposer, à compter du 1er janvier 2021, la possibilité de résilier pour les contrats frais de santé avec plus d'un an de souscription, de résilier à n'importe quel moment de l'année. Donc, vous voyez là qu'on commence à avoir une vraie flexibilité, d'où la nécessité d'être performant, d'être très bon tout au long de l'année avec nos clients. Olivier, juste peut-être pour compléter le premier point, si tu permets, et répondre aussi directement à la question de Christophe. En début de Café RH, je parlais des investissements qu'on avait pu faire dans le digital mais le numérique. Et effectivement, en 5 ans, notre objectif, ça a été de construire des parcours au niveau de l'entreprise et au niveau de ses salariés qui justement facilitent toute la charge, ou retirent d'ailleurs, donc facilitent toute l'organisation du déploiement des régimes de prévoyance santé pour les entreprises comme les salariés, qui déportent toute cette charge au niveau de ces outils numériques. Et l'objectif, c'est que ça soit en fait à l'arrivée zéro charge administrative pour l'employeur, une facilité accrue pour ses salariés. Et donc aujourd'hui, pour compléter effectivement les propos d'Olivier, les process de résiliation rentrent dans ces process digitaux, avec un niveau supplémentaire en plus,
qui s'exprime là au niveau de la place. C'est une obligation qui vient de la réglementation, la CPR, et des piliers de solvabilité. Là, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais il y a un volet qualitatif dans les piliers d'engagement de solvabilité de la part des assureurs. Et dans ce volet qualitatif, il y a la nécessité d'assurer la bonne continuité de la prestation en cas de changement d'organisme d'assurance. Donc, il y a des engagements qui sont pris et il y a des transferts aujourd'hui qui s'opèrent de façon digitale et numérique et qui facilitent totalement la charge de travail de l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, l'entreprise n'a plus du tout besoin d'intervenir dans ces process-là. Ok. Et je crois, dernier point là, sur ce sujet, c'est que changer d'assureur, c'est aussi l'opportunité de réécrire parfois une page blanche, de réécrire aussi la stratégie sociale de l'entreprise avec ses élus. Donc, c'est toujours intéressant de revoir. Alors, il n'y a pas de règle, hein, c'est pas tous les 2 ans, les 3 ans, 4 ans. Mais je pense que lors de processus d'harmonisation, de processus de changement de convention collective, de croissance ou voire de décroissance, c'est vraiment l'opportunité de se proposer les questions pour évaluer l'opportunité de changer d'assureur et notamment les conséquences financières qui doivent être de toute façon positives. Donc en fait, en résumé, je dirais que les RH ont plutôt intérêt à se faire accompagner dans ce genre de négociations, parce que d'une part, c'est pas leur métier, d'autre part, il y a un intérêt à se faire accompagner avec des sociétés comme la vôtre, parce que vous avez digitalisé un maximum de process, ce qui permet aux RH, et on sait en général, notamment en responsable paye, qui se retrouvent à devoir gérer les affiliations, etc., de ne pas subir une charge de travail supplémentaire avec des dossiers papier qui traînent sur le bureau, des formulaires à renvoyer en navette interne, etc. Tout ça, ça disparaît aujourd'hui. Tout ça, ça a disparu, effectivement. La gestion des dispenses aussi, qui peut s'exprimer en fonction des négociations internes dans l'entreprise, mettre plus ou moins de dispenses d'affiliation au niveau des frais de santé notamment. Tout ça, ça peut s'organiser. Ça s'organise à partir de parcours digitaux. Donc, effectivement, alors pourquoi aussi l'entreprise, dans beaucoup de cas, aujourd'hui passe par des conseils spécialisés. Je parlais de cette responsabilité de conseil tout à l'heure. C'est qu'on a vu, on est sur une matière très complexe, très engageante. Un changement d'assureur, ça s'organise, ça se prévoit, notamment sur la prévoyance par rapport à des engagements sur des sinistres en cours qui ont pu être prêts. Et l'entreprise comme ça peut s'adosser sur un expert qui va prendre à son compte la responsabilité de transfert de ces engagements. Et pas se retrouver à un moment donné face à une matière trop complexe, face à un transfert qui aurait été mal organisé, à se retrouver à gérer un passif social non prévu. Passif social non prévu, ça peut vouloir dire l'indemnisation d'un sinistre décès qui n'avait pas été déclaré au moment, enfin dont le sinistre n'avait pas été déclaré au moment du transfert, la reprise de revalorisation de prestations, incapacité, invalidité, rente d'éducation en cours, enfin toute une complexité de ce type. Et effectivement, c'est notre rôle. Notre rôle aussi, c'est de bien connaître les cycles économiques au niveau des organismes d'assurance, parce que forcément, en fonction de leur propre politique commerciale, ils n'ont pas les mêmes cycles, ils n'ont pas les mêmes contraintes économiques, ils peuvent être dans une position plus ou moins facile. Certains assureurs peuvent avoir besoin de redresser les équilibres techniques de leur contrat, alors que d'autres assureurs peuvent être en cycle économique positif, plutôt de rentrer des nouveaux contrats. Donc, l'expertise de GEREP, c'est aussi de bien connaître cet environnement de marché, bien connaître aussi comment s'expriment ces acteurs de marché par rapport aux organisations patronales et salariales au sein de l'entreprise. Et donc, mettre en adéquation toute cette richesse de notre industrie
et qui permet qui permet de la création en fait de valeur ajoutée autour de la marque employeur, quoi. Faut vraiment en faire, et c'est ce qu'on fait chez GREP, un levier de travail de la marque employeur. Est-ce qu'Olivier, tu as des choses à rajouter sur effectivement je dirais les avantages à se faire accompagner par un cabinet comme GREP? Alors, moi, j'ai la conviction que notre rôle aujourd'hui, c'est de concilier à la fois la performance sociale dans laquelle est ancré le DRH et la performance économique, qui est quand même le marqueur de l'entreprise et du directeur financier. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais si nous arrivons à travailler dans une totale transparence avec la direction financière, la direction des ressources humaines et les élus, on arrive à converger vers des objectifs communs. Alors, il y aura toujours des concessions à faire, mais le but à l'arrivée, finalement, c'est qu'on soit sur quelque chose de gagnant-gagnant. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de GREP, et souvent, dans nos échanges, on demande à un moment donné à nos clients de nous laisser rentrer dans la danse pour être une sorte d'arbitre ou faire le go-between pour faire passer des messages. Et ça aide énormément à la négociation collective. Maintenant, c'est vrai que le moment que nous vivons est assez particulier pour les courtiers, car c'est vrai que nous sommes dans un marché ultra complexe. Alors, ce marché n'a jamais été simple. On a eu ces dernières années des réformes, des contraintes réglementaires, mais ça fait ressortir la technicité des courtiers qui présentent de la valeur ajoutée. Et ça, c'est important parce que les bons sur le marché sont reconnus et sont très présents. Nous avons la connaissance des cycles sur les marchés. On peut anticiper les évolutions. Donc là-dessus, on peut vraiment être un guide pour l'entreprise, pour vraiment l'épauler dans le pilotage de son dispositif. Après, comme le disait Damien, il y a tous les outils de gestion que nous avons mis en place qui permettent de faciliter l'usage de l'utilisateur, c'est-à-dire de l'assuré, au travers d'un parcours assuré, qui est de plus en plus simple. Oui, de façon très opérationnelle, je voulais donner un exemple effectivement de notre fonctionnement et notre relation avec nos clients. Si on prend l'exemple des frais de santé comme de la prévoyance, on délivre les comptes de l'année en février de l'année suivante. Par exemple, l'année 2019, on est allé voir nos clients en février 2020 pour donner la visibilité sur les résultats. On délivre le premier semestre de l'année 2020 en juillet 2020. Ce qui nous permet derrière, avec l'entreprise, de caler toute la stratégie de négociation qu'on va mener vis-à-vis des organismes assureurs concernant la baisse de cotises, l'augmentation de cotises, l'amélioration de garantie, la modification de garantie, etc. C'est négocié pendant l'été. Et on arrive aujourd'hui en septembre à la fin de négociation avec les assureurs, donc avec des dossiers qui sont déjà quasiment bouclés et finalisés. Là où les habitudes de marché font que malheureusement souvent l'entreprise a accès à ses résultats en octobre, reçoit le courrier de majoration de l'assureur fin octobre et a 2 mois pour se positionner par rapport à une demande de majoration. Donc, le succès, c'est de prendre en amont les sujets, c'est de délivrer l'information, donc l'ensemble des analyses à l'entreprise avant de les délivrer à l'assureur, pour pouvoir avec les clients monter les stratégies, les manœuvres de négociation, les appliquer avec les assureurs et boucler les dossiers le plus tôt
au niveau de la rentrée, c'est-à-dire en septembre. Donc ça, c'est une vraie démarche qui nécessite effectivement de nos services beaucoup plus d'implication, de réactivité, mais les outils sont présents, sont disponibles, et du coup, ça sécurise énormément l'entreprise parce qu'elle ne se retrouve pas avec une demande de majoration qui va lui parvenir le 30 octobre. Alors, du coup, Damien, j'ajouterai un point important, c'est que tout ce travail-là, l'accompagnement, on le fait dans une logique d'indépendance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas liés à quelque assureur que ce soit sur la place, et même en matière d'actionnariat, nous ne sommes pas soumis à des contraintes de fond qui rendraient nos actions dépendantes de ROI, de retour sur investissement à très court terme. ça marche. Alors là, j'ai bien compris que ce mode de fonctionnement, c'est dans le run annuel, c'est le mode de fonctionnement classique avec le parc client de GREP. Maintenant, demain, je suis une boîte de 500 personnes, on est le 15 septembre, comment je fais? C'est traitable là? Vous avez le temps de traiter mon dossier pour renégocier des contrats pour 2021? On est dans le timing. On est vraiment. Alors, on sort d'une période qui est complexe. 3 mois de confinement, 2 mois de redémarrage un peu chaotique, des vacances, et là, il y a une accélération sur le mois de septembre. Alors, les gros sujets d'harmonisation, les gros sujets d'appel d'offres, forcément, ont été menés en amont et continuent à se poursuivre. Mais sur des sujets de renégociation, d'audit, de benchmark, comment je vais challenger l'assureur, on est totalement dans le timing. C'est maintenant que ça se fait. Alors, on est en anticipation et je pense qu'il faut le faire d'ailleurs dès maintenant plutôt que sur la fin du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que quand on présente un dossier à un assureur en amont et avant la période fatidique de résiliation, il n'y a pas de suspicion de la part de l'assureur en pensant que le dossier est résilié et qu'on veut le transmettre et le faire reprendre. Donc oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment sur le plan technique, c'est le bon moment sur le plan de la négociation sociale, notamment avec les élus, les partenaires sociaux. Et c'est également le bon timing sur les transferts de gestion. Un transfert de gestion, ça ne se prépare pas 4 mois à l'avance. On sait que des transferts de gestion, jusqu'à fin novembre, dans des logiques de digitalisation très expérimentées, le transfert est indolore. Ça marche. Est-ce que Damien, tu veux conclure? Parce que là, je pense ça fait bientôt une petite heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, si j'ajoute quelque chose, ça va pas être sur de la technique, ça va être plus sur l'entreprise et sur sur l'investissement des dirigeants et de ses collaborateurs dans cette entreprise, qui est une PME du courtage, qui est hyper spécialisée, qui est reconnue comme telle. Et notre moteur tous les jours, c'est d'être en contact avec notre client et c'est d'avoir plaisir à travailler avec lui et à lui trouver des solutions. Donc en fait, Olivier évoquait la partie actionnariat. C'est parce qu'on est totalement indépendant d'un point de vue actionnariat et d'un point de vue flux financier des assureurs, qu'on a cette capacité à accompagner les entreprises dans la durée. Et le plus beau cadeau pour nous, c'est la stabilité de nos clients depuis 30 ans. On a connu évidemment sur cette période une croissance continue chaque année, exponentielle, et les clients d'origine sont toujours les clients d'aujourd'hui et qui se sont évidemment étoffés énormément. Ça veut dire qu'on arrive à assurer cette croissance qui est nécessaire pour pouvoir assurer les investissements, pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise et son indépendance. On arrive à assurer cette croissance, mais c'est une croissance au profit de ce que j'ai dit tout à l'heure, la qualité de service, et pas au détriment
de la qualité de service pour nos clients. Ça marche. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à ces questions ce matin. Je vais laisser quand même le mail d'Olivier si vous avez des questions. Donc c'est o.massa@gerep.fr. Vous pouvez lui écrire directement. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine à toutes et à tous. Merci. Merci Christophe, merci à tous. Merci. Merci à nos auditeurs. Au revoir. Merci Christophe.